La Russie ne suffit pas à couvrir l'approvisionnement en gaz du vieux continent. Et c'est d'autant plus vrai depuis le début de la guerre en Ukraine. La peur a changé de camp. Avant, c'était l'Union européenne qui menaçait de ne plus acheter de gaz aux Russes. Aujourd'hui, c'est le Kremlin qui refuse de livrer du gaz aux Européens. Moscou utilise le gaz comme un moyen de pression et de représailles à la fois contre les sanctions occidentales et contre le soutien militaire et économique de l'Union européenne à Kiev. Le gazoduc Nord Stream 1, qui est un des principaux moyens d'approvisionnement en gaz de l'Allemagne, fonctionne à peine à 20% de sa capacité. C'est assez paradoxal parce que l'Allemagne avait justement été la puissance européenne qui avait décidé, sous pression extérieure, de ne pas inaugurer le gazoduc Nord Stream 2. Berlin misait probablement sur le fait que le gazoduc Nord Stream 1 suffirait à répondre à sa propre demande, sans compter sur le fait que les Russes allaient justement réduire le débit de livraison. En plus, ça fait plusieurs années que l'industrie gazière est délaissée et que les investissements dans de nouveaux gisements ont faibli. Le prix du gaz s'est envolé et les pays européens sont très préoccupés. La courbe des prix du gaz en Europe suggère que la situation ne se stabilisera pas avant 2025. À court terme, les choses pourraient encore empirer. Winter is coming. On va assister à une véritable bataille entre les économies asiatiques et européennes pour mettre la main sur le plus de gaz possible. La concurrence mondiale pour le GNL s'intensifie en raison de la dernière baisse d'approvisionnement de la Russie. On estime que le prix du gaz non russe devrait dépasser de très loin les $40 par million d'unités thermiques britanniques. Pour info, les unités thermiques britanniques, c'est celles qu'on utilise pour mesurer la puissance d'une clim. Bref, $40 par million d'unités thermiques britanniques, c'est entre 5 et 10 fois supérieur au prix habituel du gaz sur les 5 dernières années. La hausse des prix du pétrole est très bénéfique aux États pétroliers comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou les Émirats Arabes Unis. Mais dans l'industrie du gaz, c'est le Qatar qui touche le jackpot. Le pays fait à peine plus de 11 500 km² et compte moins de 3 millions d'habitants. Et malgré sa taille, le Qatar est un colosse pétrolier et surtout gazier. C'est le 3e plus gros exportateur de gaz et le 2e plus gros exportateur de gaz naturel liquéfié. La différence ? Le GNL est transporté sous forme liquide dans des supertankers. Et c'est sur cette méthode que repose le seul espoir de l'Union européenne de se libérer du gaz russe. Le Qatar, c'est pas moins de 20% des exportations mondiales de gaz. Ça équivaut à 128 milliards de mètres cubes de gaz par an. Sous vos yeux, le port de Ras Laffan, à 80 km au nord de Doha, la capitale. C'est de là que partent plus de 70% de ses exportations après liquéfaction. Des méthaniers qui partent en direction du monde entier et des principaux ports. Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, c'est l'un des sites les plus stratégiques du monde. Si un incendie s'y déclarait, ce serait une effroyable catastrophe pour le monde entier. On vous en parle parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, les dirigeants européens se sont rendus à Doha pour négocier l'achat d'autant de gaz que possible. Bon alors, comment est-ce que le Qatar utilise cette situation à son avantage? Est-ce qu'il dispose d'un véritable effet de levier? Comme d'hab, une petite piqûre d'histoire. Un miracle dans le désert. C'est dans les années 70 que la pétrolière anglo-néerlandaise Shell a découvert d'immenses gisements de gaz dans les eaux du Golfe Persique entre le Qatar et l'Iran. Le champ Northfield s'étale sur 6000 km². C'est le plus grand de la planète. On estime qu'à lui seul, il totalise plus de 15% des réserves de gaz naturel mondiales. Mais lors de sa découverte, le gaz n'avait pratiquement aucune valeur, ou du moins pas à cet endroit-là. Le gaz nécessite des infrastructures pour son extraction et des pipelines pour son acheminement. Or, au prix auquel il était vendu à l'époque, le gaz était tout simplement pas rentable. En tout cas, pas suffisamment pour construire un gazoduc entre le Qatar et l'Europe. Mais à la fin des années 80, les autorités qataries se sont rendues compte que leurs réserves de pétrole étaient trop faibles pour assurer une économie de rente sur le long terme. En parallèle, on s'est progressivement rendu compte de l'utilité du gaz dans l'industrie de l'énergie. Il s'agissait simplement de réduire son coût de transport. Le régime qatari a investi massivement dans la recherche et le développement, puis dans la promotion de la technologie de liquéfaction et de regazéification. Pour être transporté par des méthaniers, le gaz doit d'abord être converti à l'état liquide et pour ce faire, il doit être refroidi à moins 161 degrés Celsius. Les contraintes techniques et financières pour le faire sont très lourdes. Le Qatar a dû investir dans des gazoducs, des usines de liquéfaction, des méthaniers, des installations de stockage, des usines de regazéification. En gros, toute la chaîne de production et de transport. Et bien leur en a pris. En décembre 1996, Qatar Gaz a envoyé au Japon sa toute première cargaison de gaz naturel liquéfié. Voilà comment le Qatar est devenu un protagoniste majeur de l'industrie du gaz. Il est aujourd'hui le principal fournisseur du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan et de la Chine. Un énorme succès en Asie. Et pourquoi pas en Europe? On laisse un ancien ministre qatari de l'énergie, Abdullah bin Hamad Al Attiyah, te l'expliquer.
En 1997 ou 98, je suis allé en Allemagne. J'ai rencontré des responsables allemands et nous avons discuté de la possibilité pour le Qatar de devenir un fournisseur. Ils ont répondu « Oh, nous ne pensons pas avoir besoin de votre GNL, car nous obtiendrons beaucoup plus de gaz de la Russie via des pipelines et c'est moins cher. » Abdullah bin Ahmad Al-Attiyah, ancien ministre qatari de l'énergie. Le Qatar avait beau invoquer l'argument de la sécurité énergétique, les Européens avaient le cœur ailleurs, par incompétence ou par candeur. Récemment, Zelensky a affirmé au cours du forum de Doha que le Qatar pourrait jouer un rôle clair pour affaiblir la position de la Russie en lui piquant des parts de marché. Alors, à part les sous, qu'est-ce qui gagne le Qatar justement ? Une poule aux œufs d'or. Fin 2020, les réserves prouvées du Qatar en gaz s'élevaient à 25 000 milliards de mètres cubes. Ça équivaut à 13% des réserves mondiales que l'on a découvertes jusqu'à aujourd'hui. 3 fois le total des réserves latino-américaines ou même 70% des réserves de gaz naturel russes. Sauf que la Russie est 1500 fois plus vaste que la péninsule qatari et compte 50 fois plus d'habitants. Mais c'est pas son seul atout. Le Qatar a aussi réussi l'exploit de faire baisser drastiquement les coûts d'extraction et d'exportation de GNL. Aujourd'hui, le GNL qatari est le moins coûteux à produire et à exporter. Sa marge est beaucoup plus élevée que les autres grands producteurs, tout particulièrement les États-Unis et leur gaz de schiste. Les prix au comptant du GNL asiatique dépassent les 38 $ par million d'unités thermiques britanniques, alors que les risques d'approvisionnement s'aggravent. La tendance des prix suggère que l'on restera au-dessus des 25 $ par million d'unités thermiques britanniques pendant plusieurs années. Au Qatar, pour l'extraction et l'exportation de ce même volume, il vous en coûtera 4 $. Le Qatar exporte entre 110 et 130 milliards de mètres cubes de gaz par an. Une grosse part de ces exportations est liée à des contrats de longue durée. L'Émirat pourrait gagner rien que pour l'année 2022 plus de 100 milliards de dollars grâce à son gaz. Une fortune colossale pour un tout petit pays. Et que compte en faire la famille régnante? Une bonne partie de cette somme viendra engraisser le fonds souverain déjà gigantesque. Un fonds estimé à 450 milliards de dollars entre les participations au capital des grands groupes dans le sport et dans l'immobilier, notamment en France. En gros, ce fonds souverain équivaut à environ 160 000 $ par habitant. Mais la population du Qatar, c'est plus de 80% d'immigrés. Si l'on ramène cette somme au nombre de citoyens, ce fonds représente alors 1 300 000 $ par habitant qatari. Et on n'a pas encore comptabilisé les revenus gaziers de 2022. Le fonds souverain qatari cumulait 450 milliards de dollars avant le début de la guerre en Ukraine. Mais on estime que grâce à la hausse des ventes de gaz, il devrait encaisser 100 milliards par an sur les 4 prochaines années. On parle donc d'un fonds de 850 milliards de dollars en 2026. Or, le gouvernement qatari dispose d'un budget annuel de 55 milliards de dollars. Le Qatar pourrait financer toutes ses dépenses publiques rien qu'avec les intérêts de ses placements. Mais seulement à condition que les gestionnaires du fonds souverain de l'Émirat arrivent à faire aussi bien que ceux du fonds souverain norvégien qui a réalisé un retour sur investissement de 6,45% depuis sa fondation. Et c'est pas fini. La compagnie nationale d'énergie Qatar Energy a investi plus de 30 milliards de dollars pour accroître ses exportations de gaz de 60% à l'horizon 2027. La société d'État a aussi investi 19 milliards de dollars pour élargir sa flotte de 70 méthaniers avec 100 navires supplémentaires. Un investissement démesuré que les experts prédisaient impossible à rentabiliser parce que le Qatar ne serait tout simplement pas en mesure de trouver un marché assez conséquent pour vendre son gaz. Mais à présent que la Russie est partiellement hors jeu, la donne a changé. Non seulement le Qatar garantit ses revenus en signant des accords de livraison sur le long terme, mais en plus, il envisage d'augmenter encore ses investissements pour répondre à la hausse de la demande qui afflue de toutes parts. Au moins la moitié de la future capacité du Qatar sera dédiée au marché européen, qui était resté jusqu'à présent peu concerné par le gaz en provenance du Qatar. L'Allemagne conclut un accord d'approvisionnement en gaz à long terme avec le Qatar. Un très gros pactole pour Doha qui peut remercier Moscou. C'est une opportunité incroyable. Le Qatar sera l'un des plus importants exportateurs de gaz et son industrie sera probablement très forte pour les années à venir. Karen Young, analyste au Middle East Institute. Et il n'y a pas que les gains financiers. Le Qatar va aussi beaucoup gagner en influence géopolitique. Déjà que le pays compte sur la plus grosse base militaire états-unienne du Moyen-Orient et on n'oublie pas le mondial 2022. Le Qatar sert de médiateur entre l'Iran et les États-Unis dans les pourparlers sur le nucléaire. Doha est devenu l'un des principaux interlocuteurs de la région. Si Washington veut parler aux talibans, à l'Iran, aux frères musulmans, au Hamas ou au régime de Bachar el-Assad, c'est à Doha que ça se passe. Et ce rôle, il va aller en crescendo. Le Qatar va investir 4,5 milliards d'euros en Égypte.
Pour rappel, jusqu'à il y a peu, le Qatar était très isolé sur la scène moyen-orientale du fait de sa proximité avec l'Iran. C'est ce qui lui avait valu un blocus de la part de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et des Émirats Arabes Unis. En fait, en mars 2022, Joe Biden a accordé au Qatar le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN, un statut partagé avec des pays comme Israël, l'Australie et la Corée du Sud. Ça facilite surtout l'acquisition d'équipements militaires états-uniens très avancés. Et cette décision de la Maison Blanche, elle a justement été motivée par le rôle que va jouer le Qatar ces prochaines années sur le marché de l'énergie. Et la concurrence sera féroce, même avec des alliés comme les États-Unis et leur gaz de schiste. C'est incontestable, le Qatar est l'un des grands gagnants de la guerre russo-ukrainienne. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'il y en a d'autres à rajouter sur la liste des pays qui sortiront gagnants de cette guerre? Fais-nous savoir, à la prochaine, yallah.